La présentation qu'on a voulu vous faire ce soir, hein, qui sera plus courte que celle de David, c'est vous faire prendre conscience que malgré toute la hype qu'il peut y avoir sur les microservices et malgré le fait qu'on en parle partout, c'est présent sur tous les blog posts, les microservices ne sont pas quelque chose de magique qui va résoudre tous vos problèmes que vous pouvez avoir sur vos services. Et je vais même prendre le point un peu plus loin, c'est que statistiquement, il y a de très grandes chances que vous n'ayez pas besoin de microservices. J'ai souvent été confronté à ce genre de réaction. On va faire un nouveau projet et on va le faire en microservices. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à quelques personnes dans la salle. On en parle tellement et ça a l'air d'être tellement la solution à tous les problèmes du monde que moi, en tous les cas, j'en entends vraiment beaucoup parler. Et peut-être que je suis un peu plus exposé parce qu'on fait le meet-up, j'en sais rien, mais en tous les cas, je rencontre vraiment beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent on va faire un projet et du coup on va le faire en microservice. Et non, c'est pas comme ça qu'on prend les problèmes. Peut-être qu'on va le faire en microservice, mais c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Si la motivation derrière le fait de faire un projet en microservice, c'est la hype, si c'est le fait que vous pensez qu'il faut le faire en microservice, ou si c'est parce que vous voulez faire un projet microservice, vous partez du mauvais pied. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas essayer, c'est très bien d'expérimenter, c'est très bien de tenter, mais vous risquez de croiser pas mal de problèmes sur la route. Les microservices, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise solution. Les microservices, c'est une très bonne solution, mais à un certain nombre de problèmes. Et ça vient avec un coût. Et ce coût, il n'est vraiment pas négligeable. Si vous mettez en œuvre une architecture microservice, vous allez rencontrer des problématiques de performance. Pourquoi des problématiques de performance ? Parce que quand vous remplacez des appels au sein d'un même process sur la HIP contre des appels réseau, vous allez avoir un énorme overhead. D'accord ? Faire un appel réseau qui soit HTTP ou même s'il est binaire extrêmement optimisé, c'est toujours plus coûteux que de faire un appel au sein de son process dans la mémoire. Vous allez avoir un autre problème, c'est que vous allez nécessiter beaucoup plus de ressources. Ça va consommer beaucoup plus de ressources. De manière générale, à qualité équivalente, une architecture écrite en microservices va consommer plus de ressources hardware qu'une architecture, on va dire monolithe ou monobloc. Vous allez avoir des besoins en formalisation et en communication beaucoup plus importantes parce que les interfaces vont devoir être explicites. Quand on développe au sein de la même appli, au sein du même code base, au sein du même monolithe, l'interface elle est implicite. J'ai juste à aller voir le code qu'a fait le copain, je m'interface avec et de toute manière s'il fait du refactoring ou qu'il change, ça va casser les tests et ça va être magique. Quand c'est deux services, si je change mon API et que je ne préviens pas les copains, ça va casser immédiatement, mais au déploiement ou au niveau du test. Je ne peux même pas, à ma compilation ou à mes tests locaux, nécessairement m'en rendre compte si je ne mets pas en œuvre beaucoup plus d'efforts. Ça veut dire qu'il va falloir que j'écrive des contrats et que je les respecte. Et écrire des contrats et les respecter, on en parle depuis qu'on est à l'école, c'est quelque chose de très bien, mais on n'est pas dupe. On sait très bien qu'au sein d'un même projet, on n'a pas des contrats partout. Vous allez aussi avoir tous les problèmes qu'on connaît depuis des années et des années avec les systèmes distribués. Gérer une transaction, gérer du ACID entre plusieurs microservices, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais honnêtement, c'est très 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 complexe à mettre en œuvre. Vous allez découvrir aussi quelque chose qui est cher à une partie de nos amis de NoSQL, à savoir Eventual Consistency. C'est-à-dire, quand vous mettez à jour quelque chose, ça ne veut pas dire qu'à l'autre bout, c'est à jour tout de suite. Eventual, ça ne veut pas dire éventuellement, ça veut dire au bout d'un moment. Qu'on soit bien clair sur les anglicismes. Vous allez avoir aussi des complications d'idempotence. Si mon appel déclenche un appel sur un autre service, est-ce que je suis sûr que l'appel d'en face, il est idempotent ? Est-ce que je peux le rejouer ? Est-ce que si, à un moment dans ma chaîne, ça fail, je peux rejouer l'appel et je suis persuadé que sur tout le cheminement de mon appel, de tous mes appels de microservices, tous ces calls sont idempotents. On va avoir aussi des complications de ségrégation de données. Quelle donnée et où, quel service porte une donnée maître. Voilà, je vous invite à aller lire les 8 fallacies je ne sais pas comment dire en français, de l'informatique distribuée. C'est assez parlant. Vous allez avoir aussi des problèmes de polyglottisme. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire « c'est cool, on fait des microservices, donc du coup, le prochain service, je vais le développer en bash, et celui d'après, je vais le développer en brainfuck. »
Ah, c'est cool, ouais, c'est génial. Sauf que tu es tout seul à être capable de le faire et puis on n'a pas du tout l'outillage et puis tu vas être obligé de répliquer tout ce qu'on a mis en œuvre pour les appels, pour le logging, pour éventuellement les quotas, pour la gestion d'identité. Donc tu vas réimplémenter 12 fois ce qu'on vient déjà de faire sur 2 stacks. Je dis pas qu'il ne faut pas utiliser plusieurs technos quand on fait des microservices, mais il faut réfléchir avant de se dire c'est génial, je vais complètement changer de framework parce que moi, je connais pas trop votre framework ou j'ai envie de tester un truc qui vient de sortir, c'est Bleeding Edge, c'est cool. Et ça, vous allez vraiment le vivre régulièrement. Il va y avoir énormément de surcoûts sur toutes vos équipes d'infra, les ops, d'accord. Déployer N service, c'est plus compliqué que déployer un service. Je pense que j'enfonce une porte ouverte. Gérer N services, c'est plus compliqué que gérer un service. Déployer un service et le rollbacker, revenir en arrière. Est-ce qu'on est sûr qu'au niveau release management, on n'a pas cassé quelque chose en cours de route? J'ai déployé mon service et puis après j'en ai déployé un autre et en fait le premier que j'ai déployé, il faudrait que je revienne en arrière. Est-ce que le deuxième, il ne dépend pas de quelque chose qui fait partie de ma version N+1 du premier? Très compliqué. Les logs c'est cool, ça permet de débugger, ça permet de trouver les problèmes. Si j'ai plein de services, il me faut plein de logs et du coup j'ai plein de logs qui viennent d'endroits différents, de sources différentes, potentiellement de technologies différentes que je dois croiser pour retrouver quelque chose. Quel appel a généré tous ces logs? Est-ce que si mes services ils sont sur des serveurs différents, est-ce que je suis sûr qu'ils sont synchronisés en temps? C'est bête, mais comment je rapproche tout ça? Vous allez avoir des problématiques de haute disponibilité. Il y a beaucoup de gens qui se disent on a des problématiques de disponibilité, on va passer en microservice, c'est plus simple. Effectivement, à l'échelle d'un service, c'est potentiellement plus simple. En plus, il y a des chances qu'on soit en train de réécrire une application. Du coup, on peut se forcer à ce qu'elle soit stateless, qu'elle ait beaucoup d'idempotence. Du coup, on peut vraiment juste forquer plein de services. Mais du coup, les services qui vous appellent, comment on les gère? Et comment on gère la répudiation d'un service qui ne fonctionne pas? L'annuaire, ça rajoute de la complexité. Je ne dis pas que c'est impossible à battre. Je dis juste que ça rajoute de la complexité que vous n'avez pas dans un monolithe. Vous allez rencontrer des problèmes de sécurité. Tous les appels entre les services, je ne sais plus qui posait la question, tous les appels entre les services vont devoir être protégés. Quand c'est au sein de la mémoire, c'est un petit peu plus simple. D'accord? J'appelle une interface qui est exposée par la team d'à côté. C'est simple, c'est au sein de la mémoire. A priori, je pars du principe que c'est le boulot de mon kernel de protéger mon espace mémoire. Peut-être que j'ai tort, ça dépend le type d'application que je mets en œuvre, mais en tous les cas, je me pose beaucoup moins de questions que quand je dois protéger des appels réseau. Et vous allez me dire, les microservices, ils peuvent être au sein de la même machine, ce n'est pas vraiment des appels réseau. En fait, si. Il ne faut pas partir du principe du déploiement au moment où vous développez votre application. Ça peut être des services qui ne vont pas traverser le réseau. Dites-vous qu'un jour, vous allez les déployer sur plusieurs machines et elles vont vraiment traverser le réseau. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais en termes de sécurité, si ça passe par le réseau au sein de la machine locale, ce n'est pas la même chose qu'au sein de la même mémoire dans le même process. Vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à faire des tests et à débugger. Alors ça paraît bizarre parce que les gens se disent moi, tester c'est simple, j'ai plus que mon service, je le maîtrise, c'est mon équipe, on n'est pas beaucoup, on est une two-pizza team, on n'est qu'à tous 5, donc je comprends bien ce qui se passe, je suis toujours up-to-date avec Develop, tout va bien. Mais en fait, vous allez avoir un problème très simple, c'est qu'une fois que vous dépassez vos tests B sur votre service, vous allez avoir besoin de faire des tests de bout en bout. Et les tests de bout en bout en microservices, il va falloir déployer en local tous les services sur votre poste de dev. Et puis quand vous allez avoir des problématiques en qualif, il va falloir comprendre quelle version de quel service. Est-ce que c'est le service d'à côté qui pose problème? Est-ce que c'est le vôtre? Beaucoup plus de complexité de debugging et de testing. Vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, des problématiques de corrélation de timestamp potentiellement. Et des problématiques locales aussi de déploiement sur votre environnement de dev. Sur votre environnement de dev, vous allez avoir autant de services qu'il y en a en prod. Que votre machine de dev, elle n'est peut-être pas prévue pour ça. Si vous n'avez pas beaucoup outillé, si vous n'avez pas des Docker ou des Vagrant Box qui vous permettent d'avoir vos petits services isolés dans la bonne version exacte de la release qui est en cours, ça va devenir beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de boulot. Vous allez avoir aussi beaucoup de duplication d'efforts. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à différents endroits. Vous allez avoir des problématiques de fiabilité aussi. Vous avez plein de points de failure. Vous avez plein d'endroits de votre architecture qui peuvent poser problème. D'accord? Il y a plein d'endroits, s'ils tombent, ça cascade sur tous les autres. Un monolithe, c'est simple, j'ai un monolithe à entretenir. S'il tombe, il n'est plus là, il ne marche pas. Du coup, mon point de vue, c'est pas ne faites jamais de microservices, surtout pas. C'est juste, soyez conscient qu'avant de vous lancer dans un véritable projet, c'est-à-dire pas un pet project chez vous le soir, mais dans un véritable projet métier qui est censé délivrer de la valeur au métier et rapporter de l'argent, il faut prendre en compte un certain nombre de choses. Le premier, potentiellement le plus important à mon sens, la maturité de l'organisation et des équipes. C'est avant tout une histoire de maturité. Vous pouvez avoir plein de ressources, plein de gens. Vous
pouvez avoir des équipes très très grosses. Si vous avez des problématiques de communication, si vous avez des problématiques de culture agile, si vous avez des problématiques d'organisation, si les équipes ne sont pas prêtes, vous allez vous le prendre en plein dans la tête. Ça va être très très violent. Ça va vous coûter beaucoup de dents. Il va falloir aussi être plutôt bon en DevOps. Ça va beaucoup vous aider. Avoir des itérations, de l'intégration continue, être capable de faire du delivery continu, avoir une bonne chaîne de qualité, avoir une bonne culture, que vos devs soient responsables de la capacité qu'a votre projet à être mis en prod, ça peut vraiment être un game changer. Ça va vraiment faire la différence entre un projet qui va échouer lamentablement et un projet qui va réussir. Il va falloir aussi accepter d'observer, d'ajuster et d'être très pragmatique, de prendre du recul. D'accord ? Vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper. C'est nouveau, c'est relativement complexe. Il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais fait d'informatique distribuée. Il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais traité un très gros projet sectionné. Il va falloir accepter les erreurs. Et ça, culturellement, ça demande vraiment un pas en avant. Quand je parlais tout à l'heure de maturité des équipes et de l'organisation, on y touche encore là. Il faut accepter les erreurs. Il ne faut pas mettre en avant les erreurs, parce qu'une fois qu'on a fait des erreurs, on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais en tous les cas, il faut les accepter. Et quand je dis accepter culturellement les erreurs, ça veut dire on ne montre pas du doigt. On se dit, aujourd'hui on a appris quelque chose, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas ? Ça paraît tout bête dit comme ça, mais ça prend vraiment tout son sens sur un projet microservice. Il va falloir aussi être très sérieux sur l'écriture de contrats. Alors vous allez me dire, c'est anti-agile, on n'est pas censé produire de la documentation. C'est pas vrai. On met en avant la communication vis-à-vis de l'over-formalisation, mais ça n'empêche pas de formaliser les choses importantes. D'accord ? Formaliser la version de mon contrat d'interface avec les autres et le suivre et savoir qui consomme quelle version de mon contrat d'interface, c'est important. Et la communication entre les gens, ça va être primordial. Parce que du coup, on va générer plusieurs petites équipes. Si ces équipes, c'est des silos et qui ne parlent jamais, ça ne va pas fonctionner. Promis, je l'ai vu trop de fois. Vous allez devoir vous poser des questions de rétrocompatibilité. Il y a des fois, vous avez des enjeux business, il faut faire monter un microservice de version. Vous devez déployer une nouvelle version d'un microservice parce qu'il y a un enjeu business derrière, il y a une nouvelle règle métier. Ça peut être n'importe quelle problématique de législation. Il y a une législation qui évolue, il faut vite avancer. Et tous les gens qui dépendent de vous, vous pouvez les casser. Et peut-être qu'eux, ils n'ont pas le temps de se mettre à jour. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous itérez une nouvelle version de votre API si vous ne pouvez pas être rétrocompatible. Et du coup, vous avez des clients qui consomment deux versions de la même API. Va falloir suivre tout ça. Va falloir gérer avec eux quand est-ce qu'ils vont passer à la nouvelle version. Est-ce qu'ils peuvent ? Quel est l'impact ? Va falloir monitorer. Va falloir loguer et il va falloir tracer. Monitorer, ça veut dire qu'il va y avoir des enjeux beaucoup plus importants sur vos déploiements en suivi de toute votre infrastructure, de toute votre architecture. Loguer, ça veut dire qu'il y a plein de parties qui vont loguer, plein de parties de votre architecture qui vont loguer. Il va falloir être capable de rassembler tout ça et de le croiser. Et tracer, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez avoir des problématiques de performance en microservices. Et trouver l'origine de ces problématiques de performance, c'est beaucoup plus compliqué. Au sein d'un monolithe, je peux tracer ma perf, c'est facile, c'est mes appels, combien de fois telle fonction est appelée, combien de temps elle prend, hop, ça me sort un joli flame graph et c'est réglé. Quand c'est une architecture répartie, un appel d'un client, potentiellement, ça peut déclencher plusieurs, voire des dizaines d'appels entre différents services. D'où vient ma problématique de performance ? C'est un service, c'est les appels entre eux, c'est le nombre de fois où j'appelle, c'est des problématiques de cache, qu'est-ce que c'est ? Il va falloir tracer pour être capable de remonter ça à une échelle globale. Il va falloir aussi faire du defensive programming, il va falloir prévoir que votre infrastructure, elle est faillible. Beaucoup plus que dans un monolithe. Dans un monolithe, s'il y a un bout qui tombe, en général, vous tombez avec. En infrastructure microservice, s'il y a un bout qui tombe, vous vous en rendez compte plus tard, sauf que vous avez déjà reçu un appel, vous avez peut-être déjà cascadé 2-3 appels. David a donné quelques clés pour résoudre ces problèmes. Et quelque chose dont vous entendez certainement parler, puisqu'on a parlé de la hype des microservices, il y a deux mots-clés qui ressortent souvent avec les microservices. Le DDD et le CQRS, c'est effectivement quelque chose qui peut vous aider à résoudre un certain nombre de problèmes liés aux microservices. Ça ne veut pas dire que parce que vous faites des microservices, il faut à tout prix déployer du CQRS. D'accord ? Pour conclure, un élément assez important, il y a un shift de culture si vous voulez réussir votre déploiement et votre architecture microservice. Il
faut arrêter de construire des systèmes et des projets. Il faut fabriquer des produits et il faut favoriser des équipes cohérentes qui travaillent ensemble. Pour finir, les microservices, ça a un coût, ça a énormément d'avantages, mais ça a aussi énormément d'inconvénients. Donc, évaluez quel est le rapport entre le coût et ce que ça peut vous apporter. Et si ça peut être bénéfique, allez-y. C'est des superbes aventures et ça résout vraiment plein de problèmes. Mais si vous avez un doute, réfléchissez-y et parlez-en autour de vous. C'est vraiment important. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, vous m'avez convaincu de ne pas passer en microservice, merci beaucoup. Comment vous avez décidé en fait d'y aller ? Et en combien de temps vous avez pris la décision ? En combien de temps on a pris la décision ? Alors, on a aujourd'hui, pour être objectif, on a 3 projets en microservices. On en a un énorme, ça nous a pris énormément de temps de franchir le pas. On a longtemps étudié la question, on a longtemps réfléchi à comment s'organiser, comment faire monter en maturité l'équipe, qu'est-ce que ça voulait dire techniquement. On a mis en place tout un tas de systèmes d'organisation, de processus pour soutenir l'organisation. Ce n'est pas les processus qui forcent l'organisation, c'est eux qui la soutiennent. On a mis en place un modèle de maturité technologique. C'est-à-dire on n'est pas parti tout d'un coup sur l'état de l'art de ce que vous pouvez lire sur différents blogs ou de ce qui a été réalisé par Netflix. On a réfléchi dans quel ordre il fallait faire les choses pour bien les faire et on est parti. Combien de temps on a réfléchi, on a itéré de mémoire, on était de l'ordre de 6 mois à peu près. Bon, c'était un gros projet qui continuait à runner. C'est un projet avec donc, 300 000 lignes de code au moment où on a commencé à réfléchir à passer en microservice. On a un autre projet qui a avancé doucement et relativement naturellement en microservice parce qu'il avait des problématiques très très différentes sur différents composants. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique de modifier du contenu qui était vraiment une problématique ponctuelle métier et qu'il y avait par contre une problématique de servir ce contenu légèrement adapté massivement à des clients qu'on ne peut pas prévoir en volume. Et en fait, assez naturellement, l'équipe s'est dit on va faire 2 composants vraiment bien séparés. Un qui va faire vraiment la composition et préparer le contenu, et l'autre qui va juste servir et adapter au dernier moment le contenu en fonction du client qui est en face. Et en fait, ça a grossi un petit peu comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a un état de l'art de comment passer au microservice. Si le besoin s'en fait ressentir naturellement, ce qui était le cas dans la deuxième présence, on est presque dans du Molière, ils ont fait du microservice quasiment sans le savoir. Dans le premier cas où on avait des gros enjeux métiers, où on ne pouvait pas arrêter le métier, il fallait continuer à délivrer de la valeur, et on s'est vraiment posé, on a vraiment réfléchi parce que ça peut vraiment avoir un gros impact. Si on se casse la figure, c'est beaucoup d'argent jeté par la fenêtre et beaucoup d'immobilisme pour le client. Et l'immobilisme, c'est le time to market, c'est la capacité qu'a le client final à exploiter la solution. Ça peut être très impactant. Bon, j'espère que je ne vous ai pas tous dégoûtés, hein, c'est très très bien. Je voulais juste, honnêtement, très clairement, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je me suis retrouvé dans une réunion où j'étais face à des gens qui m'ont dit on va faire une architecture microservice pour ce projet. Et j'ai dit ah bon, vraiment, t'es sûr ? Ouais, et on a commencé à y réfléchir. Et donc là, on parle de la gestion d'identité. On avait déjà 5 services. On avait un service utilisateur, on avait un service groupe, on avait un service rôle, on avait un service droit. Et là, j'étais de plus en plus en train de tomber au fond de ma chaise. Je ne savais plus trop quoi faire. Et là, j'ai dit non, on n'est pas. Non, il y a un gros problème de maturité sur l'approche, sur la raison pour laquelle vous voulez faire du microservice, sur la manière dont vous voulez le faire. Mon point là, aujourd'hui, c'est vraiment juste de vous dire ne faites pas des microservices parce que c'est la hype ou parce que ça a l'air d'être la solution magique à tous les problèmes du monde. C'est comme tout. Il n'y a pas de solution magique qui résout absolument tous les problèmes. C'est très très bien les architectures microservices. Je voulais juste casser quelques mythes qu'il pouvait y avoir autour. Ça demande vraiment une grosse maturité en infrastructure, on est complètement d'accord. Déployer beaucoup de services en continu, être capable de les gérer, être capable éventuellement de les scaler, faire de la tolérance de panne, gérer les problématiques réseau. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on avait des problématiques de résolution DNS entre des services. On ne les avait pas depuis l'extérieur, on les avait au sein des services. C'est vraiment des problématiques. On rentre dans le bit de gauche de l'infrastructure, je suis désolé, mais ça ne se voulait pas être une présentation trop technique. Mais en tous les cas, ça demande, je suis complètement d'accord, ça demande énormément de maturité en infrastructure.
et en opération, au sens général, c'est-à-dire gérer l'infrastructure. Enfin, au niveau Ops, il faut des Faut des gens matures Ouais. qui savent ce qu'ils font. Il ne faut pas qu'ils soient tout seuls. Si vous avez un Ops, ça va être très très difficile pour lui. D'où aussi le fait de responsabiliser les équipes de dev sur les DevOps. DevOps, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas du tout le sujet, mais DevOps, ça ne veut pas dire que c'est les devs qui vont aller être réveillés à 3 heures du matin pour aller racker des serveurs ou pour aller changer des câbles. Ça peut l'être, mais ce n'est pas l'essence de ce qu'il y a derrière. L'essence de ce qu'il y a derrière, c'est, en tous les cas d'un point de vue Ops, c'est que les devs soient responsables du fait que leur code et leur projet puissent aller en prod, puissent aller se poser sur une infrastructure. L'infrastructure peut être considérée comme du commodity. Il peut y avoir des gens dédiés pour gérer l'infrastructure, pour accueillir, d'accord, mais ces gens doivent être matures. Bah, écoutez, je vous remercie. On a des bières dans la cuisine, on a plein de gens qui sont prêts à discuter avec vous, à échanger avec vous, échanger entre vous aussi. Je voulais juste préciser, ce meet-up se veut ouvert. Si vous avez des sujets, si vous avez des idées de choses que vous voulez ou pouvez présenter, ou de choses que vous aimeriez bien voir présenter, même si vous considérez que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de les présenter, n'hésitez pas à venir vers nous. Si vous avez des sujets, si vous avez des questions précises, si vous avez ce genre de choses, on est très ouvert, on est très demandeur. On a déjà, depuis le dernier meet-up, on a 2 personnes qui nous ont contactés à ce sujet. C'est très très bien. Il y en a un qui est en train de commencer à préparer sa présentation. Il sera peut-être au prochain. Ouais. Et du coup, voilà, je vous incite vivement à venir partager vos expériences. Ce n'est pas nécessairement des choses, alors, soit théoriques comme ce que j'ai pu faire, soit pratico-pratiques à montrer d'échelle. Ça peut être aussi des retours d'expérience. Ça peut être un lightning talk. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer une demi-heure. D'accord ? Vous pouvez dire, nous, on a mis ça en place et en fait, on s'est rendu compte de quelque chose qui n'était pas nécessairement écrit dans la littérature. C'est ça, on a été face à ce mur-là. Et il n'y a pas de, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de honte à faire des erreurs, et c'est vraiment très très encouragé de faire des retours d'expérience. C'est en partageant les problèmes qu'on a rencontrés et des fois les bêtises qu'on a fait, l'innocence qu'on a pu avoir face à un problème qui fait grandir tout le monde et on s'enrichit soi-même en discutant. C'est le principe de la rétrospective. Je ne vais pas faire mon gourou agile, mais c'est le principe des post-mortem, c'est le principe de la rétrospective. C'est important de partager. Nous aujourd'hui on est là pour partager nos expériences, mais venez partager les vôtres, c'est très très intéressant. Et notamment, lors du dernier meet-up, on a essayé de montrer aussi qu'on est ouvert sur des présentations d'orga. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous travaillez en agile, justement, en sprint ou peu importe, n'hésitez pas à en parler. Franchement, on est preneur. Une techno testée, hein. Si quelqu'un a testé Kong, par exemple, il n'y a pas de souci. On fait une presse de 20 minutes, au contraire. Et n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur le site meet-up. On est preneur. D'ailleurs, ça va nous aider à nous améliorer. Donc, voilà. Merci. Et dernier point, n'hésitez pas, voilà, comme il disait, à nous faire du feedback. On n'a pas d'ego, on n'a pas de problème. On est très intéressé par vos retours parce que si on n'a pas de retour, on va continuer comme ça et si ça ne vous plaît pas, on ne pourra pas s'améliorer. Donc faites-nous des retours, dites-nous si vous aimeriez que ce soit plus technique, plus précis, moins large, ou au contraire un peu plus bird's view parce que on est peut-être rentré trop rapidement dans le sujet. Je ne sais pas, vos ressentis sont très très importants pour nous, soit en commentaire sur le site de Meetup, soit en nous envoyant un message direct si vous avez peur que ce soit trop cassant. Mais honnêtement, on ne prend rien de mal et ça nous aide beaucoup. On vous remercie d'avance pour nous faire des retours, même ce soir autour du mur. Déjà, merci d'être venu. Et merci à tous d'être venus. Merci.